Vostra. La marque est responsable de son audience, mais nous, on va essayer de lui donner de quoi atteindre ses objectifs en testant, en confirmant, en améliorant, en retirant des fonctionnalités et en même temps d'apporter aussi de l'amélioration continue et ce travail invisible de toutes ces plateformes, ces services communs techniques qui vont permettre de gagner en vélocité. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama que l'on va passer en compagnie de Nicolas Silberman. Nicolas, bonjour. Bonjour. Nicolas, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es le CTO et CPO. On va expliquer ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas cet acronyme de Unify, groupe TF1. Et donc aujourd'hui, on va parler un peu techno, produits, médias, les convergences de tout ça et projets, et ça risque d'être assez intéressant. Je suis ravi de te recevoir à ce micro. On se connaît depuis quelques années, depuis de tes précédentes expériences entrepreneuriales chez Wellcut. Absolument. Et voilà, et donc tu es maintenant depuis 1 an et demi chez Unify. Ouais, j'ai rejoint Unify en décembre 2020. Donc Unify, pour expliquer un petit peu, c'est une entité digitale du groupe TF1 qui regroupe en fait tous les sites qui sont pas les sites de chaîne, sites et applications de chaîne. Donc ça va être suite à des acquisitions au féminin, Doctissimo, Marmiton, Les Numériques, CNET, ZDNet, Gamecult, etc. Game, My Little Paris, il y en a Absolument. Énormément de marques. On va en parler. Avant que vraiment, donc voilà, moi c'était effectivement quand même important d'expliquer ce qu'est Unify, parce que c'est vrai qu'on en parle comme si c'était évident pour tout le monde, alors que c'est une marque qui est pas si vieille que ça, Unify, hein. Ça a 3 ans, ça je crois. 3-4 ans. Ouais, ouais, 3-4 ans. Hein. Ouais, Ça a été pour unifier justement un peu toutes ces acquisitions. On en parlera, mais d'abord parlons un petit peu de toi. Alors, t'es le deuxième CTO, hein, comme je te disais, que je reçois après Sacha Morard, et j'aime bien parce que on parle souvent de produits, de modèles, dans les médias et d'investissement, d'innovation. Ça passe par la techno, ça passe justement par quelqu'un qui incarne un peu cette vision, et donc je suis toujours ravi de pouvoir parler un peu de ces sujets-là. Alors, je rassure tout le monde, on va pas parler de technique vraiment dans le dur, hein. Pour ceux qui font ça, ils peuvent écouter le podcast alors soit de Tech Rocks, hein, vous avez un podcast et on va parler de Tech Rocks, soit celui de Bruno, If This Then Dev, pour ceux qui connaissent, qui est vraiment plus technique. Je profite pour faire un peu de promotion pour un podcast de Cosa Vostra. Toi, t'as un vrai profil média, et plutôt même internet, on va dire. Tu fais partie de la fameuse Team AOL. Ouais. Tu vois, parce qu'il y a vraiment beaucoup de profils, tu vois, que j'ai reçu. On parlait d'Hélène Froment, qui était avec ta cofondatrice chez Wellcut, mais il y a vraiment beaucoup de gens qui sont passés par cette école, cette team. Mais t'as un beau parcours dans les médias, ex-CTO de Mediapart. Absolument. Condé Nast. Tout à fait. 20 minutes. Absolument. Voilà, tu as un peu d'entrepreneuriat, donc tu as en fait maintenant une belle expérience, hein, tu es un senior et tu as vu un peu l'évolution de tout ça. Quelles leçons tu tires de ces passages dans ces médias sur ces dernières années, si tu dois regarder un peu dans le rétroviseur? Déjà, c'est super difficile de s'en détacher. Ouais. J'ai essayé quand j'ai terminé Wellcut, donc ma startup, de faire d'autres choses, des missions dans des univers complètement différents, et en fait au bout de 2 ans, je suis revenu à fond dedans chez Unify, donc parce que c'est un univers qui est absolument passionnant. Moi, ce que j'en tire comme leçon aujourd'hui, c'est que de mes responsabilités autour de la technique, de la technologie, c'est super important, dans ma position, de s'intéresser au business, aux produits, mais aussi de faire en sorte que mes équipes s'y intéressent et comprennent le pourquoi, le sens de ce qu'elles vont faire, de ce qu'elles vont développer, de ce sur quoi elles vont bosser.
parce que dans le digital, on doit bosser, on doit comprendre les impératifs, les enjeux, le positionnement du produit. C'est pas l'affaire uniquement du market, des sales et d'un comité de direction ou ce que tu veux. Et c'est vrai que ça vient vraiment changer la dynamique dans les équipes quand elles comprennent ce pourquoi elles vont travailler, elles vont essayer d'innover ou ne serait-ce que de faire améliorer tout le produit en place. Ouais, c'est parce que tu as souvent quand même un peu ce cliché, effectivement, des développeurs un peu dans un coin qui savent pas trop et on leur demande de faire des trucs, mais ils ont pas une vision un peu transverse de l'utilité de ce qu'on leur demande. C'est un peu ça ton rôle, quelque part. Ça a été à chaque fois un peu d'effacer les frontières et de rendre les choses plus fluides entre les équipes. Et d'essayer en tout cas, effectivement, il y en a qui cherchent pas forcément à vouloir comprendre parce que ça les intéresse peut-être un peu moins et qui bossent pour autant très très bien. Ça pose évidemment pas de soucis, mais effectivement effacer les frontières, essayer de donner un peu de curiosité, un peu d'envie, c'est extrêmement important pour avoir une vision la plus partagée possible et aller dans le bon sens. Ça, on va pouvoir bien en parler justement parce que c'est quelque chose, j'imagine, c'est de tes missions chez Unify. Je le disais, je parlais de Tech Rocks du podcast parce que tu es un des cofondateurs de Tech Rocks. Alors, voilà, l'idée c'était aussi de mettre ça en avant. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce qu'est Tech Rocks ? Ouais. Tech Rocks, on l'a fondé il y a maintenant 4-5 ans, notamment avec Francis Nappé, l'un des cofondateurs de Blablacar, Dimitri Bailly et Cyril Pierre de Guéillère. On l'a fondé pour essayer d'avoir cette mission de faire rayonner les techs tout au long de l'année, tout au long de leur carrière et de leur permettre de grandir et leur permettre d'échanger, d'apprendre ou de partager avec leurs pairs. Et je dis pas que les CTO, mais vraiment les leaders tech. Dès qu'on commence à avoir cette position un peu de leader dans l'entreprise. Donc un peu de management, tu veux dire, ou plus au niveau des responsabilités ? Qu'est-ce qu'un leader tech ? Pour nous, ça va commencer avec ce qu'on appelle le tech lead, c'est-à-dire est-ce qu'il a du management d'un point de vue humain ? Oui, ou en tout cas il essaye d'emmener les équipes d'un point A à un point B. Ce que je disais d'ailleurs en introduction, comment on leur donne un peu cette vision et ce sens de pourquoi on travaille et pourquoi on fait tel ou tel projet. Et jusqu'au niveau C-level qui va apporter une vision, que ce soit outil ou produit, où on veut aller, etc. Ouais, que la tech en fait ne soit pas ce côté un peu ultra traditionnel ou ancien qu'on voit beaucoup moins, ou alors avec l'informatique uniquement un fournisseur de services sur la chaîne de valeur, mais que dès le départ on apporte des idées, qu'on puisse réfléchir à partir de la tech, qui puisse venir impacter la stratégie de la boîte et apporter des réponses ou des questions et l'innovation. Et ça, justement, je parlais un peu des leçons que tu as pu tirer, et tu parles donc là de Tech Rocks, mais clairement, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est le cas, tu vois, la tech est devenue un peu centrale, on a vu, est-ce que c'était le cas quand tu as commencé dans tes boîtes, ou est-ce que tu sens que ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé. Je le vois ne serait-ce que les rattachements. Faire en sorte que la tech soit comprise comme étant fournisseur de valeur et comme étant une position stratégique dans l'entreprise, dans l'évolution de l'entreprise. On le voit parce que les directions techniques ne sont plus rattachées à la direction administrative et financière, au DAF, parce qu'en fait, on va acheter des machines et on va faire en sorte que la nuit et le week-end, elles fonctionnent. Évidemment, ça va beaucoup plus loin que ça. Et je rentre dans du cliché de la caricature. Non, mais c'est important parce que tout le monde n'est pas, la tech n'a pas forcément vu cette évolution, etc. Mais donc, effectivement, c'est au niveau du rattachement, maintenant, c'est au comité de direction. Faire comprendre qu'un CTO a sa place complètement légitime au sein du comité de direction, de ce qu'il peut apporter. Et d'ailleurs, tu parlais de Sacha du Monde, qui lui, je crois, est au Comex maintenant. Et c'est un super message de montrer que, oui, on peut être dirigeant en techno, alors directeur technique ou toutes les autres appellations qui existent, et avoir mérité réellement cette place-là parce qu'elle apporte. Et elle est stratégique, quoi. Elle est stratégique. Différenciation. Et en même temps, et ça, c'est aussi l'un des enjeux de Tech Rocks, c'est que quand on est dirigeant tech, on est assez seul. Parce que dans une entreprise, on va avoir difficilement d'autres personnes qui vont pouvoir nous aider
résoudre nos problèmes d'organisation notamment, de différents choix. On va nous aider peut-être en termes de choix, en termes de budget. C'est plus cher, c'est moins cher, ou en termes de délai. Mais c'est vrai qu'il y a des sujets qui sont très propres à des organisations tech, au day-to-day des équipes tech. Et c'est pour ça aussi qu'avec TechRox, on essaie de faire en sorte que les leaders tech puissent échanger ensemble, partager. Et faire en sorte de grandir aussi ensemble, avoir du répondant de d'autres personnes qui sont à différents niveaux, différents types de boîtes, que ce soit de la start-up à la grande entreprise, pour les aider dans leur choix, des visions, affiner des visions, etc. Parce que c'est compliqué au sein d'un comité de direction d'avoir vraiment quelqu'un qui a cette vision-là ou qui a cette connaissance-là. Et c'est très spécifique à la tech, je trouve. Ouais, écoute, c'est clair. En tout cas, c'est bien de te mettre en avant. Je voulais quand même saluer un peu cette initiative pour ceux qui ne connaissent pas. TechRox est donc un podcast à écouter à l'occasion. On revient sur ce qui nous intéresse aujourd'hui. Non pas que ça le soit pas, bien au contraire, mais c'était Unify Group. Est-ce que donc je disais en introduction que tu es le CTO et CPO, donc Chief Technical Officer et Chief Product Officer. C'est quoi ton périmètre d'action? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le scope de ce que tu fais chez Unify Group? Oui, bien sûr. Donc moi, je dirige les équipes techniques, donc les développeurs, toutes les équipes infrastructure, cloud, donc l'hébergement, mais également les équipes produits. De ce que j'entends au niveau du produit, on en reparlera peut-être un peu dans l'organisation, mais c'est pas uniquement les PO, c'est-à-dire les équivalents, ils vont me tuer quand ils m'entendront chef de projet, mais pas uniquement les animateurs des équipes de dev, mais aussi ceux qui vont réfléchir à la vision produit, donc les product managers, presque les une PM, strate un peu au-dessus. Absolument. C'est ça un peu qui. Donc cette vraie vision produit de où est-ce qu'on va et qu'est-ce qu'on peut avoir comme levier d'audience à déclencher. Je vais aussi travailler sur le SEO, donc le référencement sur les moteurs de recherche. Alors en fait, sur Google, parce que c'est... En France, en tout cas, c'est plus qu'ultra majoritaire. C'est-à-dire que vous faites rien, petit aparté, mais vous faites rien sur les autres moteurs. Clairement. On suit à peine. C'est tellement ultra majoritaire en termes de sources d'audience que c'est fou, compliqué. Alors je mets de côté toutes les plateformes sociales parce que c'est d'autres stratégies, mais sur la partie moteur, de recherche. Vraiment, c'est que Google. Et donc le SEO est devenu un sujet. Quand même, j'ai une équipe entière. C'est un des clés de succès quand même dans les médias, notamment le SEO. J'imagine, j'enfonce peut-être une porte ouverte, hein, mais j'ai l'impression qu'avant, il y a plein de prestataires, c'était quelque chose parmi d'autres. Là, c'est un de tes trois grands piliers d'action, c'est le SEO. Donc c'est pareil, c'est au plus haut niveau. Le SEO doit être insufflé dans toute la stratégie de la société. C'est ultra stratégique. C'est pas uniquement du service et un audit sur lequel on va appliquer derrière des conseils. C'est du quotidien parce qu'il y a du SEO technique, des bonnes pratiques, comment on construit des pages, techniquement très bien. Mais il y a tout le côté éditorial. Qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui mérite d'être travaillé, qu'est-ce qui mérite moins de l'être. Et du coup, si on le fait, c'est peut-être plutôt pour une question d'image, mais pas de SEO. Qu'est-ce qu'on va mettre en avant, comment on va suggérer tel ou tel mot-clé, comment on va gérer le maillage, comment on va analyser le comportement entre le contenu froid, le contenu chaud. Bref, c'est un sujet qui est très très important sur lequel il faut qu'on embarque tout le monde. Certes, j'ai une équipe SEO, mais elle est au quotidien avec les marques, avec et ça on en parlera aussi pareil tout de suite après. J'ai fait des petits allers-retours, mais c'est juste parce que quand même je voulais souligner l'importance du SEO au plus haut niveau, c'est pas quelque chose ça n'a jamais été anecdotique non plus, mais en tout cas ce que je veux dire, ça doit être insufflé partout. Absolument. T'as parce qu'on est un peu dans la carte d'identité d'Unify, nombre de visiteurs uniques, nombre de sites que vous gérez, les marques, t'en as cité quelques-unes. Alors je sais pas si t'as une liste exhaustive des marques, mais ça commence à faire un beau panier. J'ai les grosses marques. Alors ensuite, sans rentrer dans le détail de l'organisation, aujourd'hui mon périmètre il est principalement sur Au Féminin, Marmiton, Doctissimo. Et d'autres marques comme Parole de Maman, Beauté Test, Mille et un Cocktail et des petits sites comme ça. Donc ça fait une petite dizaine de sites. Les numériques, CNET, ZDNet sont sur une organisation un petit peu à part sur laquelle on bosse extrêmement main dans la main au quotidien. C'est historique parce que quand il y a eu l'acquisition, il y avait des équipes en place et ça marche bien. Donc globalement, il n'y a pas de lieu de... Absolument. Et c'est aussi peut-être des modèles un peu différents où nous, on est sur un modèle média assez classique avec du direct média et de la programmatique, alors que
que les autres sites sont plutôt sur de l'affiliation. D'accord, oui, donc c'est... Ok. Mais en fait, pour le moment, on a des équipes côté les numériques qui fonctionnent très bien, qui marchent très bien. Donc, alors là, pour comprendre, ils te reportent à toi ou... Pas du tout. Pas du tout. Ils Pas sont du tout, totalement autonomes sur, ouais, complètement. On essaie d'avancer sur des sujets. Sur le produit, sur la tech, sur le choix de techno de prestataires. Oui, enfin, on essaye d'avancer jusqu'à une logique maintenant, un peu business main dans la aussi, main, absolument de plus en plus, pour des questions, par exemple des questions d'hébergement. On est en train de voir comment faire pour avoir des choses un peu plus communs. Ouais. C'est plus simple pour la cybersécurité. On avance beaucoup au niveau du SEO sur des comités communs aussi, parce que on doit pouvoir avancer ensemble. Ouais. Et après, si un jour il faut revoir cette organisation, on verra, mais ça marche bien. Donc on est très content. Mais du coup, nous on fait à peu près un petit peu moins de 50 millions de VU par mois médiamétrie et moi j'en gère 35 millions. Ouais, donc tu es quand même sur le gros... la grosse partie, ouais. Grosse partie, quoi. Dont une grosse partie, je l'ai plus de tête le découpage, mais sur un marmiton évidemment qui est extrêmement populaire. C'est des marques super fortes qui ont des communautés fantastiques. Et au féminin aussi en croissance au féminin. Ouais. Il y a du monde sur le marché vis-à-vis de haut féminin. On n'est pas forcément les premiers sur le dernier classement médiamétrie, mais c'est vraiment en croissance. C'est des positions sur des contenus plutôt engagés, mais aussi vraiment sur comment accompagner les femmes au quotidien dans toutes les étapes de leur vie. C'est vraiment une marque qui est fantastique, au même titre que toutes les autres d'ailleurs. Quand on bosse pour un Doctissimo, qui quand j'étais tout petit, c'était plutôt le forum Doctissimo, où bon, il y avait, je sais pas si tu avais connu ce petit court-métrage Mission 404. Ça me dit rien. Je te passerai le lien. Ouais, c'est assez vieux, c'est très drôle. Et il y avait notamment Doctissimo qui était... Bref, je te passerai le lien et je te passerai pour tous les auditeurs. Exactement. Mais Doctissimo, c'est une belle marque. C'est des marques vrai super. Je ne vais plus trop sur Doctissimo. J'ai l'impression que j'y allais. Alors, je suis peut-être moins malade que je l'étais. En fait, c'est le bien-être. Il y a évidemment toute la partie médicale. On a un directeur médical. On a beaucoup de choses là-dessus, des fiches et du contenu très très fort et à très grande valeur. Mais on travaille énormément sur le bien-être au quotidien, qui va du coup plus loin que le médical. C'est ta santé, c'est toi au quotidien. Et comme un marmiton, ok, tu vas avoir les recettes, mais ça va être aussi le bien manger. C'est vraiment le côté média autour du autour du service historique quelque part. Est-ce que les gens maintenant vont sur Doctissimo pour justement ces notions de bien-être, ou ils viennent parce qu'il y a ils ont une douleur, ils ont quelque chose, peu importe, ils cherchent, puis après ils découvrent la marque et ils reviennent? Il va y avoir les deux, mais le bien-être, c'est ce qu'on met le plus très très en avant en ce moment. D'accord. Et tu parlais un peu des audiences médiamétrie. Tu les regardes, toi? C'est un truc qui... Bien sûr. Ouais. Ah oui, c'est très important que je sois dedans. Je les diffuse auprès de mes équipes, mais ne serait-ce que les équipes produits les regardent tout le temps, au même titre que plein d'autres indicateurs, mais celui-là, cette audience médiamétrie, elle est importante. Elle est beaucoup plus importante pour les équipes commerciales, bien entendu, puisqu'il faut qu'on soit positionné correctement pour pouvoir vendre correctement des opérations aux annonceurs. Mais pour les équipes produits, c'est important parce que ça permet de voir un petit peu aussi comment ça évolue, même si on va regarder beaucoup plus en détail les données analytics, terrain, les sessions, les pages vues, les visiteurs, les visites et le comportement en termes de type de contenu, de catégorie. Bon, ça c'est leur travail qui est fait et qui va leur permettre d'envisager une stratégie qui soit cohérente, mais médiamétrie doit être suivie. Et de même que côté technique aussi, de partager ces infos-là, côté développeur, pour voir un peu où on en est et comment ça peut prendre vis-à-vis de la concurrence, à quel point il y a des écarts qui se creusent, qui se rattrapent, insuffler cette envie de suivre ces données-là est plutôt important. Ouais, et puis ça challenge aussi forcément un peu au quotidien. Et est-ce que toi, alors comment tu mesures ta réussite? Alors là, je parle vraiment en termes un peu de vis-à-vis de du COMEX ou par rapport à ton poste, non pas ta réussite perso, etc., qui compte aussi évidemment, mais c'est quoi? C'est l'audience. Plus l'audience monte, plus quelque part, en fait, c'est bon, t'as réussi ton job. Alors,
Oui, bon. Là, c'est vraiment un peu alors, parce que je suis au CODIR, évidemment, il y a l'audience au global et le CA. Parce que parce que le CODIR. Moi, ce que je vais regarder très précisément en fonction de mon périmètre, ça va être les sessions. Parce que plus j'ai de sessions, notamment les sessions naturelles, les sessions du SEO, où là, ça veut dire que je suis capable de générer au moins une page qui sera vue et donc potentiellement avec de la pub dessus. Donc ensuite, le nombre de pages vues par session et le temps passé. Là, c'est une réflexion plus produit. Comment est-ce qu'on fait en sorte que ce qu'on va créer comme fonctionnalité, comme parcours, comme expérience auprès de nos utilisateurs. Exactement, c'est un énorme sujet maintenant, enfin depuis même quelques temps, mais qui est très très présent chez nous, de faire en sorte que nos internautes soient contents de rester, de continuer, de voir autre chose, parce qu'on leur apporte du contenu qui fait sens. Et un dernier indicateur qui est de plus en plus présent maintenant, c'est toute la partie... c'est très lié à l'expérience utilisateur, c'est tout ce qui est web performance, sans rentrer dans la technique, mais c'est en combien de temps la page va s'afficher et à quel point elle va bouger ou pas, et à quel point l'expérience de l'internaute sera qualitative et qu'il n'aura pas l'impression d'attendre longtemps ou de voir quelque chose qui n'est pas exploitable, une page qui n'est pas exploitable immédiatement. Ça a beaucoup d'enjeux sur le SEO. Oui, parce qu'il y a, pour rappeler, Google... qui propose l'outil justement qui mesure cette web performance. Alors là, tu peux peut-être mieux l'expliquer, mais en fait, tu as un impact sur ton référencement. Absolument. Selon la performance de ton site, il va t'afficher plus ou moins haut. Ouais, est-ce qu'on connaît un peu plus de détails que ce que je viens de dire, ou est-ce que c'est vraiment boîte noire? J'aimerais avoir ce détail qu'on pourrait appliquer tout de suite des bonnes choses. Mais ce qui est intéressant avec ça, c'est que au final, c'est pour le bien-être, la bonne expérience de l'internaute, parce qu'il nous demande. Voir le côté un peu je vois le côté. Le côté c'est qu'il faut en faire en sorte que la page s'affiche vite, ok, mais que également quand on fait une première interaction, la première interaction se passe le plus rapidement possible, et de faire en sorte aussi que quand on arrive sur une page, ce soit pas l'effet que la page n'arrête pas de bouger. On a eu pendant longtemps des pubs, ça monte, ça descend, ça machin, et du coup on n'exploite pas le site, et ça c'est très pénalisant côté Google, et donc on fait beaucoup de travail autour de ces améliorations-là. Et donc on suit ces indicateurs que je partage en comité de direction notamment, pour aussi sensibiliser tout le monde et travailler en bonne intelligence avec les équipes pub notamment. Oui, parce que là pour le dire clairement, les pubs c'est des scripts. Plus t'en as, plus c'est lourd, moins ta page est performante. Donc tout l'enjeu étant de trouver où tu mets le curseur entre la web perf et alourdir la page avec du service, du script, etc. Et donc, moins t'en mets, moins t'as d'impressions publicitaires, moins de revenus. Donc, j'imagine qu'il y a un peu des batailles. Oui, c'est des batailles qui sont plutôt saines. C'est vrai qu'on aimerait dire, on met aucune pub, comme ça marchera très 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 bien. Mais c'est pas réaliste, parce qu'il faut bien qu'à la fin, il y ait quelqu'un qui nous paye nos salaires et que la boîte tourne, etc. Que le site reste gratuit. On est sur un modèle d'audience, de volume, de gratuité, donc pour l'utilisateur. Absolument. Et donc toute la question est de savoir, comment on travaille la pression publicitaire. C'est une scène tout à fait normale, mais aussi de travailler avec les différents annonceurs, les différents scripts, les différents partenaires que l'on va intégrer, et de leur donner ces indicateurs pour essayer de faire en sorte aussi que leur améliorent. Tout à fait. Ça, c'est un truc aussi qu'on a vu chez Cosa Vostra il y a pas longtemps. Alors, comme tout le monde, on grandit, on gagne de l'expérience, mais c'est vrai que en creusant un peu le sujet des web performances, tu vois que des fois, en fait, t'as des partenaires qui mettent des choses, mais vraiment lourdes, et c'est pas toi, en fait, la qualité de ton UX ou ton design, mais c'est vraiment toutes ces choses que tu rajoutes, quoi. Il faut vraiment que tout le monde en ait conscience et améliore ses scripts, etc. Ouais, parce qu'en fait, il y a quand même beaucoup de scripts qui sont ajoutés de manière générale, donc il peut y avoir des interactions d'un script par rapport à un autre. Le mode d'intégration, le mode d'appel aussi va influer énormément. Il y a quelques années, je me souviens, c'était chez 20 minutes, de la pub tout à fait classique, des bannières tout à fait classiques, mais c'était des redirections. Donc en fait, on appelait un script qui allait en appeler un autre, qui allait en appeler un autre, qui allait en appeler un autre, qui allait en appeler un autre. En cascade. Et là, ça mettait un temps de dingue. Et on faisait pas spécialement attention au début à la performance web. Donc on pouvait vraiment avoir une page qui était bloquée pendant une demi-seconde, parfois une seconde, juste à l'emplacement
de la pub. Ouais. Donc on ne voyait même pas l'article ou la home ou des choses comme ça. C'était catastrophique. C'est catastrophique. Il y a eu beaucoup d'améliorations depuis. Ouais, mais ça c'est vrai que c'est intéressant. Parce que là, je parle de fin des années 2000, donc j'ai fait 2006-2010, mais ça a énormément évolué. Ouais, ça c'est maintenant critique, quoi, en tout cas. Tout ça, et tout le monde doit être sensibilisé, les designers, à la pub, tout le monde, quoi. C'est des gros enjeux. La tête de pont, on en a parlé, pardon, c'est le Unify. Donc les marques dont on parlait, c'est que des acquisitions. 100% d'acquisition, il n'y a pas eu de création. Ce qui m'intéressait, t'en as un petit peu parlé sur la partie les numériques, c'est l'harmonisation de la stack. Parce que ça, j'imagine aussi, c'est plutôt un peu excitant. C'est-à-dire que, pour quelqu'un qui aime bien ces sujets-là, ça doit être des casse-têtes évidemment au quotidien, mais tu as un enjeu de long terme d'harmonisation de la stack à faire, à quel point il y a une dette technologique sur, je sais pas, alors au féminin, Doctissimo, vous récupérez parfois des sites, ça doit être, tu soulèves un peu compliqué. Alors j'imagine que c'est même des sujets au moment de l'acquisition, savoir est-ce que c'est trop loin en termes de dette, c'est un gros enjeu pour toi? Ah bah ça fait 1 an et demi que je suis chez Unify et je ne fais quasiment que ça. À plusieurs niveaux en fait. On peut parler stack technique, donc les socles technologiques de chacun des sites. L'ensemble des briques technologiques utilisées. Qui font tourner les sites, exactement. Quand il va y avoir une acquisition de tel ou tel site, bah évidemment, chacun avait son historique, sa façon de faire, sa façon de travailler, sa façon de développer. Et son historique en tant que tel, donc le côté le legacy, donc tout le code qui est généralement assez vieux et qui n'a pas forcément été fondamentalement évolué pour être sur du state of the art comme on pourrait voir aujourd'hui. Et ça, un site à côté d'un autre, on a des diversités de langages ou de librairies de code utilisées ou de façons de faire, de niveau de customisation, de performance, etc. Donc depuis un peu plus de 18 mois, un petit peu avant mon arrivée, on a lancé un énorme chantier pour commencer à créer au moins des services communs sur des technos plutôt modernes, des services communs que les marques vont être en capacité d'utiliser. Donc d'avoir un outil de gestion de contenu, d'avoir un outil de gestion de forums, d'outils communautaires, de pouvoir gérer la partie login, parcours de création de compte, des vidéos et donc différents services comme ça. Brique par brique. Exactement. Et ensuite, chaque marque vont pouvoir l'utiliser ou non. Alors en fait, on va le faire petit à petit et migrer, passer de l'ancienne version à la nouvelle version. Mais en fait, il n'y a pas que ça. Là, on parle vraiment technique. Le gros enjeu, il est aussi sur l'organisation, les méthodos. Parce que tout ça, effectivement, tu te dis, il y a des économies d'échelle à faire. En fait, c'est toujours un peu les logiques. J'essaye de mutualiser des services, mutualiser des technos, tu viens de le dire. Mais ça ne doit pas être évident parce que tu ne dois pas non plus perdre l'âme du service, tu viens de faire une acquisition. Absolument. Alors, il y a quelque chose d'important, c'est que Unify, on essaye au niveau de chaque marque, en fait, c'est de dire unifier tout en préservant l'ADN de chaque marque. Donc, c'est de là vient le nom, c'est vraiment ça. Ah ouais. C'est-à-dire que je ne vais pas proposer une usine à site. Un peu comme je vais prendre n'importe quel constructeur automobile qui a des présences dans le monde entier et qui va avoir des templates de sites pour chacune de ses filiales internationales ou voire même locales, françaises, peu importe. Non, évidemment, ça n'a aucun intérêt. On a des marques super fortes qui sont fantastiques. Qui ont leur propre ADN. Absolument. Donc, il faut réussir à le conserver. Mais en fait, peu importe ce qu'il y a sous le capot. Moi, mon objectif aujourd'hui, c'est de faire en sorte que ce qu'il y a sous le capot, ce soit le plus commun possible, mais sans être un élément bloquant pour l'innovation. Et ce qui est visible, de garder cet ADN-là, d'avoir peut-être des visions un peu pragmatiques d'un point de vue code pour que des éléments qui sont un peu communs, des éléments de pagination, de blog, de connexion, des choses qui cassent pas 3 pattes à un canard, si on veut dire. Là, on essaie de gagner du temps, mais sinon, on doit garder l'ADN de chaque marque parce que des communautés qui sont aussi engagées et aussi différentes sur chacune de ces marques, elles le ressentent tout de suite et c'est important pour nous. Et j'imagine derrière, tu dis on a été racheté par Unify, tu as un vrai risque à un moment donné que ça retombe, parce que... Oui, c'est... Après, je suis pas sûr que les lecteurs de Au Féminin, les lectrices de Au Féminin
que ça a été racheté par Unify, par exemple. Non, ça surprend beaucoup. C'est vrai que assez souvent, ça surprend quand je dis ce que je fais et on me dit ah, je savais pas. Bon, ça gêne pas plus, ça gêne personne hein, parce que justement, on a réussi à préserver cette âme de chacune de ces marques. C'est évidemment important. Parlons un peu d'orga, de produits, si tu veux bien. Comment vous gérez donc les marques comme des véritables produits éditoriaux? Oui, donc j'ai une organisation où je vais avoir dans mon équipe produit, un responsable du produit qui est vraiment en charge d'animer et de toutes les équipes, et je vais avoir des product managers qui eux vont vraiment travailler sur tout ce qu'on appelle la phase discovery, donc la recherche et l'analyse et la proposition de nouvelles fonctionnalités, d'outils, d'angles d'attaque, mais pas d'un point de vue éditorial, d'un point de vue produit pour chacune des marques. Il va y avoir un PM par marque. D'accord, et ça c'est quoi? C'est un travail qui est fait en permanence ou c'est au début lorsque tu récupères, on va dire, une marque en permanence? Tous les jours, en binôme vraiment avec les directions de marque. On a une vraie relation forte avec les marques. On n'est pas considéré comme étant... on va pas faire la pluie et le beau temps tout seul. On va essayer de faire en sorte que la marque qui, elle, a des objectifs d'audience, la marque est responsable de son audience, mais nous, on va essayer de lui donner de quoi atteindre ses objectifs. En testant, en confirmant, en améliorant, en retirant des fonctionnalités et en même temps d'apporter aussi de l'amélioration continue et ce travail invisible de toutes ces plateformes, ces services communs techniques qui vont permettre de gagner pas en productivité, en vélocité. Ouais. Et tu me parlais d'économie d'échelle tout à l'heure, je t'ai pas répondu, mais oui, le fait d'avoir des socles techniques communs, ça permet d'être un peu plus pragmatique en termes d'organisation des équipes, des compétences et des compétences. Donc, il va potentiellement y avoir des économies là-dedans. Après, on est sur un marché qui est quand même assez tendu au niveau des développeurs aujourd'hui. Donc, c'est pas forcément évident pour le moment de voir des grosses économies. Les économies, c'est surtout sur les temps de réalisation des projets sur lesquels on veut vraiment accélérer et gagner là-dessus pour que ce soit extrêmement simple de déployer tel ou tel nouveau service sur telle ou telle marque et de ne pas réinventer la roue pour chaque marque, mais au contraire, je développe une fois. Et comment tu mets tout ça en commun pour justement être sûr, là c'est vraiment sur de l'orga, mais comment tu mets en commun pour être sûr que dans un coin, une marque va pas redévelopper quelque chose qui a été fait? Ouais, alors ça c'est un de mes bouquins de référence qui m'a donné cette idée d'organisation-là, un bouquin qui s'appelle Team Topologies de Matthew Skelton, qui va te dire quel type d'équipe tu peux avoir dans tes équipes, quelle typologie d'équipe, et surtout leur mode de communication. Et qu'est-ce qu'on attend d'elles? Et donc moi, j'ai deux grandes équipes qui sont des équipes très end-user, ce qu'on appelle des équipes streamline, donc qui sont à destination des utilisateurs finaux. La roadmap viendra de l'internaute, de leurs besoins, de leurs envies, de ce qu'ils attendent. Ou qu'on est allé chercher sur du sondage ou peu importe dans quel vecteur. Absolument. Eux transcrivent ça en une espèce de roadmap idéale. De roadmap éditoriale, pas éditoriale pour nous, mais de roadmap produit. Ouais. Comment on veut faire évoluer mon produit, ma marque. Le Ouais. PM va travailler là-dessus. Et donner ensuite tout au PO, Product Owner, qui lui travaille avec son équipe de dev pour réaliser, faire le build. Et j'ai à côté des équipes plateformes. Et ces équipes plateformes travaillent chacune sur un ensemble de services. Un peu plus transverse. Beaucoup plus transverse, mais dont l'objectif quand même en termes de communication, c'est plutôt de fournir alors des API ou en tout cas des façons de travailler avec les équipes publishers qui sont des équipes marques qui sont très normées, carrées, et on sait exactement quoi attendre. Et dont le rôle surtout, ces équipes-là, ça va surtout pas être de faire la pluie et le beau temps. C'est que la roadmap de ces équipes plateformes doit venir des équipes plus éditoriales, dont les roadmaps viennent des utilisateurs finaux, pour faire en sorte que ce que vont faire ces équipes de services communs apporte aux utilisateurs finaux de façon indirecte, mais qu'en même temps, on ne redéveloppe pas 10 fois la même chose. Et donc pour ça, on va permettre aux équipes éditoriales
d'innover, d'essayer dans leur coin en mode POC telle ou telle nouvelle fonctionnalité. Et si c'est intéressant, immédiatement redescendre au niveau des équipes plateformes pour le déployer plutôt à grande échelle et le refaire. Et comme je gère toutes ces équipes-là, aussi bien marque que plateforme, et qu'elles communiquent tout le temps ensemble, aujourd'hui, on arrive à avoir un rythme qui fonctionne. On verra demain. Une vision globale de ce qui se passe, Absolument. etc., qui évite justement un peu de réinventer la roue à chaque fois, des choses qui auraient été faites. On essaye en tout cas. Ouais, bien sûr. Bon, j'imagine qu'il peut y avoir des ratés, des fois des trucs qui peuvent être un peu aberrants, c'est normal. Mais on fait non. Non, puis surtout par cette histoire d'acquisition de marques un peu hétérogène, t'as forcément, voilà, c'est pas, ça n'a pas été pensé comme ça dès non. le départ. Mais c'est ça qui est super intéressant aussi. C'est du coup, on apporte beaucoup progressivement. Et tout ça, il fait en interne, sont des équipes d'Unify 100%, où t'as de la presta quand même sur certains sujets. Ça dépend des technos, ça dépend des besoins. Vous êtes combien, enfin, dans l'équipe alors, j'allais dire l'équipe tech, mais en fait, c'est plus vraiment une équipe tech, tu vois. On est alors entre marque interne et externe confondus. Aujourd'hui, on doit être aux alentours de 70. J'ai une grande majorité d'internes. On fait intervenir des externes, des freelances dans différentes équipes, mais qui sont mixés avec les internes pour du renfort et pour pouvoir accélérer plus vite ou pour un besoin de compétences. Aujourd'hui, c'est surtout le mobile qui est externalisé parce qu'on n'a pas les compétences mobiles pour l'application Marmiton et on travaille avec une boîte. Et ça, pourquoi ? Parce que c'est trop compliqué en fait de faire du mobile, d'être à jour sur tous les OS, etc. Parce que c'est bon, la vaste majorité, j'imagine, de ces marques-là, c'est la consultation mobile. Oui. Alors oui, c'est la consultation mobile, mais sur le web, là, je parle vraiment des apps. Des apps. C'est-à-dire que nous, on va gérer toute la partie web app sans problème. Le côté, d'ailleurs, effectivement, de tête, c'est grosso modo 80% de notre audience, elle est mobile. Mais elle est mobile, et la répartition de ces 80 entre web app et app native. Et ça, je pourrais te répondre uniquement sur Marmiton, mais je n'ai pas pris les chiffres, j'ai pas bien fait mon boulot avant de venir te voir. Mais ça reste quand même. Sur la partie web, c'est à peu près 80-20 suivant les marques. Mais c'est vrai que sur un Marmiton, on a une audience qui est assez forte, mais j'ai pas de tête cette répartition. Mais donc c'est pas critique au point de vous dire non, vous préférez le sous-traiter, ça. On le fera peut-être un jour. Nous, on gère toute la partie, tout ce qui va fournir les données à l'application pour pouvoir... des API ou exactement. Sous forme d'API. Et donc, vous avez une boîte avec qui vous avez l'habitude de travailler, qui connaît bien la maison et qui vous fait ses devs natifs. Ouais, absolument. Et bon, on n'a pas encore eu l'opportunité de créer une équipe interne. Je ne sais pas si on va le faire. C'est souvent un peu la question, parce que c'est lourd, une bonne question. Ça ne peut pas être juste deux mecs, en tout cas. Non, c'est une grosse équipe à monter tout de suite. Ouais. Et il faut que tu aies un besoin de les faire, faut les faire bosser tous les jours, quoi. Donc c'est vrai que c'est pas évident, cette question-là. C'est très précis sur les apps natives. C'est très clair. Je voulais reparler aussi un petit peu de SEO. Ouais. Super sujet. N'est-ce pas? Voilà, donc je te demandais un peu la définition de votre mix SEO entre le chaud, le froid, et puis surtout un peu l'organisation. Comment vous insufflez le SEO aux équipes édito, aux équipes produits, même dans la direction, quels investissements vous avez fait là-dessus? Alors on a donc j'ai moi une équipe SEO, ils sont plateforme, donc j'imagine. Alors c'est une équipe SEO. Alors c'est pas oui, on pourrait dire que c'est plateforme parce qu'ils vont fournir des outils aussi qui vont être intégrés dans notre CMS, dans nos outils de gestion de contenu pour essayer de fournir un maximum d'informations aux journalistes, aux rédacteurs pour privilégier tel ou tel lien ou tel mot-clé, etc. Donc ça, on essaie de les aider dans leur quotidien. Mais c'est pas que plateforme parce que mes équipes SEO, ça va être des équipes très dev, le produit SEO si on veut le dire, mais aussi l'éditorial. Quels mots-clés, comment j'analyse, comment je fais un bilan de telle ou telle typologie de contenu, comment je restitue ça aussi auprès des marques pour les aider dans leur production quotidienne. Donc, c'est une équipe qui est centralisée avec des pôles d'expertise
et aussi des points de contact uniques par marque qui vont s'occuper du travail sur la marque et leur permettre de les aider, de les accompagner, de les former, de défendre des priorités dans les roadmaps produits et dev au quotidien pour être sûr que ça avance et que soit pris en compte telle ou telle amélioration ou telle initiative qui pourra avoir un vrai impact positif au niveau des moteurs de recherche. Ouais. Et ensuite, ce qui est important pour nous, c'est de les former, les rédactions, de faire en sorte qu'elles soient le plus autonomes possible dans leur quotidien, qu'elles aient une vision, qu'elles pensent SEO. Ouais, c'est ça, parce que c'est pas... Bon, ils savent qu'il faut remplir des mots-clés, mais là, ça va au-delà de ça. C'est un peu de la culturation, presque, quelque part, sur l'importance. Et ça dépend énormément, en fait, de comment est insufflé ça au niveau de l'organisation des équipes édito. Si au niveau de la direction ou des différents niveaux de management, il y a cette compréhension-là, et c'est ce qu'on a, nous, aujourd'hui, pour faire en sorte que ça ne soit pas résumé, comme tu disais, juste aux mots-clés, mais se poser la question tiens, pourquoi je fais ça? Est-ce que je fais ça pour le SEO? Mais alors, si je le fais, comment je le fais? Ou si je fais pas ça pour le SEO, je le fais peut-être pour autre chose, mais j'ai peut-être des leviers aussi à proposer ou des choses comme ça. Ouais. Après, j'imagine que vous avez quand même un super niveau de SEO. Les marques que vous avez sont que des pure players. Il y a pas, tu vois, donc c'est quand même des business, des médias qui se sont construits sur une bonne connaissance quand même un peu des pratiques internet et donc très SEO orienté. Ouais, bien sûr. Marmiton, on peut prendre effectivement. Alors ça doit être en termes de SEO. C'est super intéressant. Mais c'est un marché sur lequel il y a beaucoup de challenges parce que tu as un Google qui fixe les règles tout seul. Alors, je parlais tout à l'heure des web performance, expérience utilisateur, donc c'est une part des choses. Mais par exemple, tous les sites autour de la santé, l'année dernière, il y a eu des modifications de l'algorithme, où il y a 1 an et demi, j'ai plus la date en tête, où tout a été revu. Pourquoi? Parce que je me souviens pas. Parce que c'était de la santé et que d'un coup il fallait. Il y a la santé, à quel point on a une certaine légitimité ou une certaine reconnaissance de la part de Google par rapport à nos auteurs, ceux qui écrivent et ce qui sont reconnus comme étant des médecins, des diplômés, etc., etc., etc. Donc il a fallu avoir un énorme travail pour mettre en valeur ces contenus santé, pour montrer que c'était des contenus travaillés, professionnels, et pas des fake des choses news comme ça. ou des Exactement. trucs juste trop marketing. Pareil pour tout ce qui est les forums. Google a décidé de les analyser complètement autrement. Donc, quand tu as une grosse part de ton audience qui est sur le forum, du coup, tu dois voir les choses un peu différemment. Donc ça, tu t'adaptes tous les jours. C'est très passionnant, mais c'est une telle boîte noire que beaucoup de choses, on le découvre une fois que l'algorithme est passé. On regarde ce qui se passe, on regarde la concurrence, et on s'auto-analyse tous, à mon avis, au même moment. Et on voit chez qui ça a fonctionné, chez qui ça n'a pas fonctionné, pour essayer de comprendre quel algorithme, qu'est-ce qui a changé. C'est fou. Et c'est assez dingue. Et derrière, quand tu rattrapes sur certains points du retard, t'as pas les résultats tout de suite. Et ça, c'est très complexe. Ça prend du temps, le SEO, à remonter, des pertes de mais position. Ça peut prendre 2, 3, 4 passages 4 nouveaux algorithmes Google qui généralement font des réindexations complètes de leur base. Donc, ça peut prendre 1 an et demi pour revenir sur un point où tu as eu beaucoup de mal. Ça peut être parfois plus rapide. Et heureusement, ça, c'est vraiment le côté contenu froid. À l'opposé, tu as le contenu chaud, tout ce qui est Google News et Google Discover. Sur lesquels vous êtes on est suivant les marques, elles sont plus ou moins visibles sur Google Discover parce qu'elles sont plus ou moins actu chaude ou non. C'est plus difficile de faire de l'actu chaude sur un marmiton tous les jours, mais il y a des choses à proposer en fait. Et puis sur certains marronniers, etc., on apparaît tout de suite plus légitimement. Sur un haut féminin où on va parler de pas mal de choses autour de l'actu, autour des femmes, etc. Là, il y a vraiment aussi beaucoup d'opportunités d'être visible et on le voit tous les jours. Pareil sur un Doctissimo suivant l'actualité. Ouais. J'imagine. Et ça apporte un certain niveau d'audience sur lequel on voit plus rapidement les impacts et sur lequel le SEO travaille forcément main dans la main avec l'éditorial parce que là, c'est très très lié à un rythme de production éditoriale, plus des bonnes pratiques d'un point de vue technique, plus des bons temps de réponse, expérience utilisateur, etc., etc. Et le froid, en revanche, il va falloir attendre plusieurs semaines, plusieurs mois pour refaire les choses. Quand on travaille sur une nouvelle arborescence de tous nos sites,
on sait qu'on verra si on a bien fait les choses dans 6 mois, dans 8 mois. Et c'est fou parce que c'est un impact business qui est énorme. Gigantesque. Ouais. Et si tu te plantes, tu perds 6 mois, 1 an. Ouais, donc t'essayes. C'est des grosses responsabilités quand même. C'est des grosses responsabilités qui sont pas forcément bien comprises en termes de délai, en tout cas d'implémentation dans un comité de direction. Les gens faut les expliquer en tout cas. Tout de suite, t'as eu un mauvais truc, c'est normal. Tu modifies et puis que le lendemain t'as un meilleur résultat. Donc c'est normal. Donc du coup, tu actives plusieurs leviers en même temps pour apporter du résultat le plus vite possible immédiatement, sans te tirer une balle dans le pied pour demain et après-demain. Tu vas pas faire que du contenu pour le show. Parce que du jour au lendemain, Google qui arrête de te mettre en avant sur Discover, tu perds 80% de ton audience. Et alors là, tu es très très mal. Parce que tu n'as plus le contenu froid. Le contenu froid amène le contenu chaud. Parce que plus tu es visible sur du contenu froid, des dossiers de fond, etc., plus Google trouve que tu es légitime sur des sujets. Et donc va te mettre en avant des contenus qui viennent d'être créés sur un Google News, sur Google Discover. Et ça, c'est que des itérations et un peu d'analyse a posteriori. Énormément, ouais, tout à fait. Analyse a posteriori, tentative aussi, on a un data analyst qui travaille aussi dans l'équipe SEO pour essayer d'avoir un peu de prédictif aussi, plus beaucoup d'outils, soit maison, soit du marché qu'on va utiliser, qu'on va recouper pour avoir des indicateurs qui nous permettent de prendre les meilleures décisions et avancer. D'accord. Donc c'est un vrai gros sujet. On est quand même très loin effectivement de juste. Avec cette envie de réussir à avoir du SEO transverse à Unify et pas une équipe SEO pour au féminin, une équipe SEO pour Doctissimo, etc. Parce qu'il y a des expériences sur à les partager. bonnes pratiques. Sur les bonnes pratiques, potentiellement sur des questions de maillage aussi quand c'est pertinent, sur des stratégies, sur de l'outillage, sur des choses comme ça mais beaucoup la bonne pratique d'avoir quelque chose d'un petit peu commun pour avancer tous ensemble. D'accord, écoute, très clair. Donc effectivement, ça c'est une grosse partie aussi de ton boulot comme tu le disais. Évidemment, le grand sujet pour Unify, c'est aussi la mise en valeur des données à travers donc l'écosystème Marmiton, féminin, TF1. Comment alors c'est peut-être moins ton scope la donnée, mais ça m'intéresse quand même de savoir comment vous pilotez ces données, les outils que vous utilisez, parce que ça doit être assez gigantesque et que c'est le cœur du business quelque part d'Unify. C'est cette donnée que tu vas commercialiser aux annonceurs, etc. Comment c'est organisé, mutualisé, quels outils vous avez? Alors, la donnée qu'on va commercialiser, c'est le ciblage, plus exactement. C'est pas vendre la donnée en tant que telle, c'est cibler la publicité. Tu fais bien de le dire. C'est bien connaître votre audience pour être capable de proposer des segments, un bon ciblage pertinent à vos annonceurs. Ouais, pour que l'audience soit la plus intéressante pour l'annonceur. Nous, on a une DMP, on utilise Permutive et on travaille énormément avec sur du Google BigQuery et des outils comme ça pour essayer de comprendre, de croiser et d'améliorer les connaissances que l'on a sur nos utilisateurs. Alors, nos utilisateurs, tous ceux en tout cas qui ont consenti, ça c'est un sujet, peut-être qu'on en reparlera tu tout connais à l'heure. Un peu le taux moyen de consentement sur vos sites? Je peux pas vraiment diffuser l'info, mais il est plutôt dans la moyenne du marché. D'accord. C'est pas simple ces questions-là, mais on y prête vraiment attention. J'ai tous les jours des personnes dans mon équipe et aussi avec le DPO, le juridique, où on va vérifier, améliorer s'il y a un souci, recroiser, vérifier qu'on a bien effacé, etc. Oui, parce qu'il y a un contexte réglementaire. Ça aussi, je revenais un peu sur ton évolution, mais par rapport au début, le contexte réglementaire, il est quand même très compliqué. On ne parlait pas des cookies il y a 20 ans. C'est vrai que c'était pas un sujet. Puis après, c'était juste le bandeau. Attention, il y a des cookies. Et puis c'est devenu l'espèce de gros truc que je pense peu de gens lisent, où on fait au final tout accepter ou tout refuser. Voilà, c'est un peu un drame aussi, parce qu'en fait, c'est pas aussi simple que j'accepte tout, je refuse tout, quoi. Il y a un vrai boulot aussi d'éducation à faire. Et là, après le contexte, il est en train de bouger beaucoup en ce moment. Il y a eu quelques décisions de différentes autorités françaises ou européennes qui vont
peut-être rebattre les cartes ou en tout cas préciser certaines positions et certains droits et devoirs, droits pour les internautes et devoirs de la part des éditeurs. On va voir comment ça évolue et on s'adapte évidemment. Mais c'est un gros sujet, et quand on sait au niveau du ciblage que quand il n'y a pas de ciblage, en revanche la publicité aujourd'hui tu la monétises pas du tout. C'est les modèles économiques quand même qui peuvent être remis en question. Ouais. Donc on a aussi après comment est-ce qu'on arrive à apporter un peu de diversification, d'autres types de services ou d'autres façons de connaître nos utilisateurs dans un environnement qui soit propre pour eux et propre et compliant quoi. Tout à fait. La réglementation. Ben, moi j'ai quelqu'un au niveau du produit qui est responsable de ça, de tout le lien entre la pub, la data, le légal, de suivre ça pour les équipes produits et dev, parce que c'est un sujet qui est majeur. Ouais. Et clairement, encore plus dans des modèles comme vous, effectivement, dont c'est, alors pas l'unique, parce que tu l'as dit, il y a un peu de diversification, il y a des box, My Little Paris, etc., mais qui est un peu critique, évidemment, c'est méga important. Il y a un peu justement, les données entre toutes ces différentes marques, elle est mutualisée dans Permutive, dans l'outil. Ouais, tout ça, c'est suivi, c'est traqué. Alors, c'est mutualisé pour avoir des segments qui soient pertinents. Ensuite, j'ai pas en tête le recoupement des audiences entre un Marmiton et un Doctissimo. Je saurais pas te dire. C'est en revanche, c'est au niveau Unify, pas au niveau TF1. Ouais. Parce que pareil, là, si on pourrait se dire, c'est facile, on croise avec TF1, non, pour le coup, il faut recueillir le consentement explicite. Est-ce qu'on a le droit? Pourquoi on veut le faire? Jusqu'où on veut aller? Et mine de rien, en fait, nous pour l'instant, on reste pour le moment principalement dans notre périmètre entre nous. Il y a des opérations qui peuvent se faire avec TF1, mais dans ces cas-là, c'est extrêmement clair et indiqué et ça se fait. Parce que ça, j'imagine que pareil, ça aurait pas mal de sens de globaliser, de remonter un niveau et d'avoir une espèce de méga base. Oui, j'imagine, ça peut effectivement en avoir. Après, comme tu disais, c'est moins mon périmètre à moi au niveau de la data. Après, est-ce que ça fait sens? Oui. Est-ce que c'est pas trop loin? Je ne sais pas. Mais si c'est fait en bonne intelligence et qu'on explique pourquoi on le fait et qu'est-ce qu'on propose et que la marque TF1 rassure suffisamment, je pense que ça se défend bien. Là-dessus, c'est plein de questions qui sont assez intéressantes à travailler. Mais rien ne nous empêche de faire des opérations sur toute la partie food, alimentaire, de voir comment est-ce qu'on peut croiser sur certains points des campagnes, mais encore une fois avec une obligation et un cadre juridique qui est assez strict et sur lesquels nos équipes, parce qu'on a des équipes juridiques indépendantes entre TF1 indépendantes en tout cas, qui sont spécifiques pour Unify et d'autres pour TF1, donc elles se challengent aussi pour être certain qu'on aille tous bien dans le bon sens. Très clair. On parlait de TF1, donc fusion TF1 M6, juste par curiosité, est-ce que vous en parlez? Est-ce que toi ça va avoir un impact? Est-ce que tu vas récupérer des marques? Est-ce que c'est le grand truc qui est au-dessus de votre tête? C'est la question à 641 millions d'euros, prix du rachat de M6 par TF1. J'en ai absolument aucune idée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans l'obligation d'attendre l'autorisation des différentes autorités, que ce soit l'autorité de la concurrence, l'ARCOM, la CSA. Donc aujourd'hui, on n'a pas le droit de commencer à dialoguer avec eux, sauf dans des cadres ultra stricts, avec des avocats dans des lieux neutres, etc. J'en fais pas partie. Donc je ne sais absolument pas ce qui va se passer. On le saura plutôt en fin d'année, dans les prochains mois, et à partir de là, de voir un petit peu ce que l'on va faire. C'est vrai que si ça se fait, c'est super intéressant, parce que ce que j'essaye de mettre en place au niveau de mes équipes en termes de mutualisation, de partage des compétences, des socles techniques, des services communs, etc., c'est des choses qu'on voudra essayer. Si l'opération est validée, de réappliquer au site qui s'y prête côté M6. Ouais, ça va être intéressant. Mais encore une fois, aujourd'hui, je dis ça, je pourrais dire ça de n'importe quel groupe média si on venait à la racheter. Oui. Voilà. Ok, écoute, je posais à moi la question, je me doutais un peu de la réponse. Ouais, mais alors en plus, on aimerait bien savoir. Ouais, j'imagine forcément, tu te poses pas mal de questions. Écoute, en fin d'année. Un peu d'ouverture tech et médias. Quelle évolution tu vois émerger dans les outils, dans les pratiques de travail? On l'a dit, en fait, tu l'as un peu prêté en expliquant ton organisation très produit. C'est quelque chose qui existait
pas il y a quelques années. Tu vois, on avait des chefs de projet, etc. Donc est-ce que tu vois d'autres évolutions émerger Déjà, alors je vais pas rentrer dans les outils tech, mais ça évolue tellement. Les plateformes, les façons de travailler, ne serait-ce que l'hébergement. Au début, on achetait nos serveurs, on les gérait, on avait des équipes qui étaient là 24/7, etc., et on gérait les contrats d'arrivée électrique et de réseau et tout et tout. Maintenant, tu prends ta carte bleue, tu as un compte sur Amazon, Google, GCP ou Azure ou n'importe quoi, ou OVH et tous les acteurs. En quelques clics. Et en quelques clics, tu peux avoir... bien plus performant que tu ne l'auras jamais tout seul. Bien plus performant, hautement disponible, répliqué sur plein de trucs, les backups. Tu parlais chez Amazon on est principalement chez Amazon et on a quelque chose aussi sur GCP, sur Google. Ouais. Et un petit peu au niveau du groupe avec du Azure. D'accord, donc un peu tous. Mais donc ça, effectivement, c'est vrai qu'il y a eu des grosses évolutions là. Donc ça a eu des grosses évolutions et au niveau des métiers du coup. C'est que maintenant arrive toute la philosophie DevOps, comment accompagner les développeurs pour qu'ils puissent être plus autonomes sur la partie, sur leur mise en production, sur la qualité, sur les déploiements, sur tout ça. Et donc c'est des équipes spécifiques qui gèrent ça, parce que tout le reste est scripté. Et quand il y a un problème, quand les sites tombent en panne, ça peut se remettre en marche assez rapidement. Ça, il y a cette évolution là qui est assez importante. Mais ce que je vois surtout depuis quelques années quand même, c'est ce rapprochement avec au niveau de l'utilisateur, avec l'expérience utilisateur. Ouais. Je trouve que au début on prenait en compte évidemment les demandes des utilisateurs, mais on n'allait pas mesurer réellement sa navigation, la position de sa souris, combien de temps il restait là, à quel point il revenait, il remontait, il redescendait, à quel point la performance de la page pouvait avoir un vrai impact sur sa navigation et donc potentiellement sur les revenus, etc. Et je trouve que là, c'est des sujets qui sont qui ont énormément évolué et c'est assez passionnant de voir comment ça va continuer à avancer parce que c'est un point qui est capital sur lequel on a peut-être parfois laissé de côté un peu se dire l'expérience utilisateur, ok, de toute façon ils viennent donc tout va bien, sauf qu'on voit comment l'émergence des adblockers sont arrivés et qu'on a compris qu'on était peut-être allé un petit peu trop loin dans la pub, avec notamment à la belle époque des pop-in, pop-under, de tout ça qui venait parasiter toute la navigation. Alors, il faut quand même alimenter, il faut quand même pouvoir avoir des revenus qui rentrent. Mais je pense que ça n'a pas dû aider. Et donc, ça a énormément changé les mentalités, je trouve, avec une vraie approche de dire, il y a ça, mais qu'est-ce que je peux apporter d'autre ? Et on voit l'affiliation, ça fonctionne très bien. On voit des contenus spécifiques montés, travaillés pour les marques qui sont aussi une approche en OPSP que les marques aiment bien. Nous, on a des grosses équipes. On marche très bien, ça. On essaie de faire des contenus hyper qualitatifs. On a des équipes créa, de prod, de réal. On n'en a pas trop parlé aujourd'hui, mais voilà, vous êtes aussi des champions du brand content chez Midfy. Je dis des champions. En tout cas, c'est une grosse part aussi du revenu avec une création en interne. Et vraiment. Une espèce de digital factory, de content factory. Pour aller vraiment sur de la qualité, parce que derrière, il y a l'expérience. Qui va bien, l'écran, le site. Absolument. Penser, quoi. Ouais, tout à fait. Avec l'influenceur qui pourrait être intéressant, etc. Et pas juste dire je vais faire telle chose comme ça et puis je vais mettre le logo de la marque et c'est terminé. Ça pourrait arriver, mais le gros du travail, c'est ce contenu de qualité pour que l'annonceur en fait s'y retrouve, mais qu'en même temps nos utilisateurs, nos internautes se sentent quand même bien chez eux. Ouais, et c'est vrai que ça c'est important. C'est vrai que c'est une belle évolution, la prise en compte un peu de cette expérience avec l'apparition, tu l'as dit, mais de postes de front, des devs front, etc. Ah oui, alors ça aussi, oui. Tu vois, c'est aussi des... Avant, je vais faire mon vieux, on parlait du webmaster et du dev qui faisait un petit peu tout. Là, on a vraiment des métiers, des typologies de métiers qui sont complètement différentes. Ouais. Et le développeur front, qui il y a quelques années, on parlait d'un intégrateur qui allait faire du HTML et du JavaScript et puis de la feuille de style. Aujourd'hui, ce sont des développeurs. Alors, il y a toujours ces métiers-là, mais il y a des développeurs front qui ont un rôle beaucoup plus important parce que on a transféré une partie de l'intelligence de nos applications sur le poste de l'internaute. Le navigateur, le Chrome, le Safari, Firefox va faire beaucoup plus d'opérations aujourd'hui
que le hier. serveur. Et pareil sur le mobile. Enfin, c'est assez impressionnant comme on a essayé de déporter un peu les choses parce qu'il y a des opérations qui sont plus intelligentes à faire uniquement côté utilisateur, qui n'ont pas vocation à être transmises côté serveur, côté éditeur. Ouais. Ça, effectivement, c'était une belle évolution. Je voulais un dernier point sur l'impact environnemental. C'est quelque chose qui commence à venir. On parlait de Sacha Morard, décidément, on l'aura beaucoup cité, mais en même temps, il représente bien votre métier, qui faisait un post sur LinkedIn il y a quelques semaines sur le fait qu'ils avaient réduit l'empreinte carbone du site Le Monde de 21%. Donc, il citait un outil... Greenframe. Greenframe, exactement. Je voulais voir à quel point... Alors, en connaissant Sacha, c'est vrai, forcément. Voilà, à quel point ça a un impact qui est important, que ces 21% soient vrais, ça j'en doute pas, mais quel impact ça a réellement dans les faits? Est-ce que et à quel point vous le prenez en compte aujourd'hui? Parce que vous le voulez, parce que c'est les annonceurs, parce que etc. Tu vois, c'est un truc qui n'existait pas encore il y a quelques années, et je pense que ça vient de plus en plus. Donc comment ça influence toi ton rôle, la tech et les devs? Alors, au niveau du groupe TF1, c'est un point qui est suivi depuis pas mal de temps. ITF1 est un petit peu plus en avance, par exemple, que moi sur ces sujets-là. Moi, depuis le début de cette année, j'ai une personne qui m'est directement rattachée, qui est responsable aussi bien des performances que de la sobriété numérique. Parce que c'était important pour moi d'avoir quelqu'un. Mais c'est pas juste un label dans son poste. Non, c'est en fait, il a deux responsabilités. C'est la performance web d'un côté. Et en même temps, parce que j'ai trouvé que ça faisait sens dans cette organisation-là, on verra plus tard, mais aujourd'hui ça fait sens de travailler sur toute la partie sobriété numérique. Justement parce qu'il faut qu'on s'équipe, il faut qu'on sache ce qu'on veut modifier, adapter, améliorer. Qu'est-ce que ça veut dire? Quels indicateurs on va suivre? C'est là-dessus où on a un petit peu de retard, c'est de mettre en place les bons indicateurs. C'est pas forcément que côté serveur, c'est pas forcément que côté front, etc. Donc ça, c'est pour ma partie. Donc on se met en ordre de marche pour accélérer le plus vite possible. Mais il y a déjà des initiatives qui sont lancées côté Unify, et notamment dans la relation qu'on a avec les annonceurs, d'avoir des labels beaucoup plus éco-friendly, de l'impact de la pub sur les sites ou de comment on va fonctionner. Et là, pour le coup, les équipes sales avancent depuis quelques mois sur tous ces sujets dans toute la politique RSE du groupe. Donc, c'est extrêmement important pour nous de mettre ça en valeur. Et concrètement, là, on a lancé des formations, par exemple. Alors, je suis même dedans, moi aussi, donc je suis assez content parce que c'était important d'avoir des formations certifiantes sur la prise en compte de tous les aspects écologiques et impact carbone, notamment de nos sites, de nos actions, de nos façons de travailler avec tel ou tel annonceur. Donc, c'est encore un petit peu, pour ma part en tout cas, un petit peu... débutant. On est en train de voir énormément de mettre en place des calculs pour savoir combien nos sites ne serait-ce que sur Amazon, qu'est-ce qu'on consomme et comment on le fait, déjà, comment on peut compenser. De base. Le référentiel est essentiel. Si tu veux améliorer quelque chose, on sait compenser. On participe même à des associations pour compenser l'impact carbone, pour se retrouver à des niveaux qui soient plutôt clairs. Mais c'est de la compensation. Exactement. Donc c'est très bien, c'est super. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, et même aussi pour Cosa Vostra, c'est qu'est-ce que tu fais concrètement, qu'est-ce que tu mets en action concrètement pour réduire cette empreinte. Et sans juste dire que tu fais un mode sombre, tu vois. Non, bien sûr. Qui conserve moins de... non, je pourrais faire un mode sombre, je pourrais arrêter les vidéos ou arrêter l'autoplay, il y a beaucoup de choses comme ça qu'on pourrait faire mais qui viendraient casser le modèle. Donc comment tu arrives à trouver l'essentiel? Exactement. Comment tu commences dans les idées qu'on peut avoir et qu'on va tester, c'est comment peut-être tu baisses les niveaux de qualité de vidéo en termes d'encodage pour qu'elles soient plus légères et donc du coup mieux moins gourmandes. En fait au device, t'es pas obligé de balancer de la 4K si t'es sur pas forcément, effectivement. Est-ce que ça a de l'intérêt? Je suis pas sûr pour des vidéos. Ça dépend peut-être de la durée de la vidéo aussi. Donc, c'est des choses comme ça qu'on commence à calculer. C'est beaucoup, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai associé ce côté web performance avec la sobriété numérique, c'est que la façon d'améliorer les web performances par rapport à l'appel de script, de pub, etc. Quand tu améliores ça, il y a aussi moins de données du coup. Oui, donc là, sont envoyées. Par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, si tu as moins de scripts et que la page se charge plus vite, tu as moins de ressources processeurs qui sont utilisées. Exactement, moins de scripts ou juste l'essentiel. Ouais. On avait des outils spécifiques où on envoyait une grosse partie de configuration commune à tous les sites, mais sauf que quand tu es sur Marmiton, tu as peu d'intérêt de savoir que le réglage A,
A, B, C, D sur Doctissimo et au féminin, celui-là, ça n'a pas à être envoyé. Donc, c'est des choses là-dessus sur lesquelles on bosse. Pareil, il y a toute la notion de ce qu'on appelle, c'est un peu technique, mais ce qu'on appelle le lazy loading sur les images. C'est que quand tu ne vois pas l'image à l'écran, quel est l'intérêt de la charger ? Et quand tu sais, parce que le navigateur te dit que tu vas naviguer, que tu scrolles, que tu vas arriver sur l'image, à ce moment-là, le navigateur nous dit « Attention, j'arrive là », et nous, on va charger l'image à ce moment-là. Donc, tu es réduit en termes d'appels serveurs, de données échangées. Donc, derrière, tu as des impacts un peu positifs. Mais ça, on ne sait pas le monitorer. Ça, c'est des exemples de base que je donne, mais c'est plus intéressant. Mais on ne sait pas le monitorer. Mais pour aller plus loin, quand tu commences aussi à voir sur ta chaîne de développement, quand tu vas faire une nouvelle mise à jour, quand tu vas tester telle ou telle nouvelle fonctionnalité, est-ce que le nombre de tests que tu vas faire, est-ce que toute la chaîne de validation, de parcours, de build, donc le déploiement, la création de l'application que tu vas ensuite mettre en production sur tes serveurs, qu'est-ce que tu consommes là-dessus ? Est-ce que ça a un impact ? Oui, bien sûr. Donc, en fait, ça veut dire arrête de tester un peu en permanence ou attends d'avoir un certain nombre de fonctionnalités à tester pour lancer un build. Ah ben, je sais pas. Est-ce que c'est pas plus intéressant de faire des micro-tests ? Je sais pas, il faut mesurer en fait. Il faut mettre en place des Exactement. Des et donc ça, on est en train de le faire. C'est extrêmement important pour nous. Il y a plein de façons de tester. Il y a beaucoup d'outils aussi qui permettent de mesurer l'impact écologique, mais suivant les outils, on peut avoir des résultats qui sont d'un rapport de 1 à 10. C'est un peu compliqué d'avancer. L'approche de Sacha est super intéressante et d'ailleurs mes équipes ont discuté avec les équipes de Sacha du monde pour avoir un premier retour d'expérience aussi. J'ai d'autres équipes. Et autant là sur ces sujets, tout le monde a intérêt à se parler parce que là en fait on parle de. Mais on a tous envie d'avancer de la planète quelque part. Si tu prends un peu de hauteur sans rentrer dans le truc un peu innocent, mais c'est ça. Donc là, je pense que c'est bien que tout le monde communique là-dessus. On en fait assez, tu trouves là je pense que ça va accélérer. Je le sens, c'est pour ça que j'ai commencé à m'organiser autour de ça parce que je vois bien les stratégies d'entreprise et de la réglementation qui peuvent évoluer. On pourrait faire toujours plus. C'est toujours pareil, c'est une question de moyens. L'avantage avec ce sujet-là, c'est que tu peux l'intégrer dans d'autres projets assez facilement parce que ça fait sens. C'est pas juste de l'argent pour travailler là-dessus. Pour mieux monétiser, rentabiliser. Là, non, ça va avoir des impacts sur l'expérience utilisateur, ça va avoir des impacts en termes d'image positives, etc. Donc, tu peux réussir sans trop de difficultés à avancer sur ces sujets-là par rapport à d'autres sujets où tu vas dire, bon, là, j'ai vraiment besoin de budget pour faire ça. Donc, c'est un petit peu d'argent, mais c'est quelque chose que tu peux réussir à intégrer dans tes projections budgétaires. Bon, écoute, ce gros sujet, je pense à suivre, effectivement. J'essaierai de refaire des épisodes dessus parce que je pense que c'est important et d'en parler. Il y a eu le rapport du GIEC qui est quand même plutôt alarmant. Donc, comment, on peut, je sais pas, à mon échelle, en tout cas, avancer un peu là-dessus et insuffler ça, je pense que c'est intéressant. On arrive au bout de cet épisode. Je voulais juste te demander si tu avais trouvé un truc cool, le truc cool de la semaine. Je sais pas si tu as eu le temps d'y penser, si tu as un truc à nous partager. Alors, j'avais pas pensé à ça, mais le truc cool de la semaine qui a 15 ans d'âge, c'est mon histoire de vidéo, la Mission 404, mais je te la donnerai en bonus. Non, moi, mon truc cool, mais c'est très lié à mes questions d'organisation et mon quotidien depuis un bout de temps, c'est que je te parlais tout à l'heure d'un bouquin qui s'appelle Team Topologies de Matthew Skelton et il a sorti une sorte de workbook qui s'appelle Remote Team Interaction Workbook là tout récemment qui doit être bien dans l'air du temps puisqu'on parlait justement autour de café, un peu d'organisation, télétravail en fonction de certains postes. Et je viens à peine de le commencer, je suis page 2 mais je suis vraiment vraiment content d'avoir vu ça. Je me suis jeté tout de suite sur le livre pour commencer à le lire, mais donc tu vois page 2 j'en suis au tout début. C'était ça c'est le truc cool d'hier mais l'auteur l'un des deux co-auteurs mais celui-là donc est absolument fantastique. Et il réinvente pas forcément la roue mais il met des mots simples et sur ces questions-là et c'est juste pour moi ça a été game changer dans ma façon de voir l'organisation, donc j'ai très très hâte de terminer ce bouquin. Et écoute, je mettrai le lien. Quant à moi, c'est un truc qui m'a été montré par Michael Bayot, notre directeur de création à l'interne, ça s'appelle population.io. Alors c'est à la fois très cool et un peu déprimant, qui
donne sa place, en fait, on rentre sa date de naissance, où on est né, ça donne sa place dans la population mondiale, et ça te dit combien de temps il te reste à vivre, le parcours de ta vie en chiffres et dates. C'est très beau, en data vise, il y a plein de données, c'est assez intéressant. Alors, selon son âge, ça peut être déprimant ou pas, mais voilà, population.io, c'est assez rigolo. Voilà, c'est le petit truc que je voulais introduire, le truc cool de la semaine, qui peut n'avoir aucun rapport. Merci de t'être prêté au jeu, et surtout, merci de m'avoir consacré du temps pour raconter tous ces sujets passionnants. Très grand plaisir. Voilà, et vraiment la tech est au cœur des investissements, de l'innovation dans les médias, et c'est surtout par là que je trouve que vient une espèce de croissance, et d'être un peu confiant. Et je le vois quand même dans tous les médias que je reçois, c'est quand même ceux qui investissent dans la tech qui s'en sortent quelque part. Alors il y a le contenu, hein, évidemment, sans le contenu tu n'es rien, mais elle est vraiment au cœur un peu de cette industrie, quoi. Je peux pas dire le contraire. Tu ne peux dire pas le contraire. Je pense que cet épisode et de la passion que tu as mis dedans nous le prouvent. Merci beaucoup, Nicolas. Merci à toi. Et merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu, et je vous dis à bientôt. Salut. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien.